Pendant 6 mois, au bout de 6 mois, où en sommes-nous? Eh bien, il y a deux révolutions qui sont plus ou moins accomplies, même si les lendemains ne sont pas encore très clairs. En Tunisie, le processus plutôt avance. Il avance dans le bon sens, même si entre-temps la transition n'est pas évidente. En Égypte, il y a un peu plus de peine pour que ça avance et on est dans une sorte d'incertitude sur les lendemains. C'est un pays où le changement a été un changement de façade puisque l'armée qui était là est toujours là et elle n'a pas envie que les choses bougent et changent en profondeur. Pour d'autres pays, il y a un changement, une tentation de révolte qui a avorté à Bahreïn parce que l'Arabie et les autres pays du CCG sont intervenus très vite pour calmer le jeu, mais pour combien de temps, je l'ignore. En revanche, il y a 3 pays où il y a beaucoup de résistance au changement. Ce sont des pays qui se caractérisent par la détention du pouvoir par une tribu, une communauté. Et dans ces 3 pays, les forces de l'ordre et de la répression sont tenues d'une main de fer au sein d'une même famille, que ce soit en Libye, que ce soit au Yémen, que ce soit en Syrie. Quand vous regardez la hiérarchie des détenteurs du pouvoir policier et militaire, eh bien, on se retrouve toujours en famille et ce sont des gens qui sont là depuis, pour Kadhafi 42 ans, pour Ali Abdallah Saleh 33 ans et pour la dynastie héréditaire des Assad 41 ans. Donc, ils ont eu le temps d'instaurer des régimes solides, costauds et qui n'ont pas envie de lâcher. Donc, dans les pays où il y avait une institution, le changement a été pris en main par ces institutions. Quand Ben Ali a fait appel à l'armée qu'il avait abandonnée pendant 24 ans, qui était l'enfant pauvre du régime, eh bien l'armée lui a dit « stop ». Il s'est enfui. Et c'est l'armée qui a organisé, accompagné la transition. Quand en Égypte, il y a eu aussi l'appel à l'armée, puisque la police a connu sa défaite la plus totale dès le 28 janvier et qu'il fallait envoyer l'armée, l'armée a fait le calcul suivant: pour sauver Moubarak, combien je dois coûter au pays en vies humaines et par rapport à l'image de l'armée, et combien Moubarak va-t-il rester ici puisqu'il a annoncé qu'il partait en septembre. Donc l'opération était inutile et c'est l'armée qui a dit à Moubarak: il faut dégager maintenant. Donc pour les autres pays, il y a de la résistance, et c'est une résistance à géométrie variable. Kadhafi ne partira pas vivant, donc il va falloir aller le chercher. Son rêve le plus ultime, c'est d'avoir une crise internationale qui surgit et qui préoccupe tellement les puissances impliquées en Libye pour laisser le pays en l'état et qu'il réussisse à s'en sortir avec une baronnie en Tripolitaine, et si le temps le lui permet, il reconquérera le pays avec ses enfants. Mais je ne suis pas très certain de ce scénario. Il est en réelle difficulté, même s'il n'y a pas en face des forces structurées, je veux dire armées de terre ou résistants, pour avancer et gagner du terrain. Je note que même la Tripolitaine, eh bien, lui échappe aux 2 tiers, c'est-à-dire Misrata, par exemple, une ville qui est le verrou à l'est de Tripoli, n'a jamais été soumise. Elle a résisté et maintenant elle contrôle le port et l'aéroport, elle tente de se rapprocher de Tripoli et surtout au sud-ouest de Tripoli, dans le mont Nefoussa, où se trouvent les tribus berbères. Là aussi, Kadhafi n'a jamais réussi à les soumettre et maintenant sont eux qui sont à l'offensive. Donc, ce n'est pas acquis, mais la dynamique est très mauvaise pour Kadhafi. Et ses espoirs, à mon sens, sont réduits de pouvoir se maintenir, même dans les meilleures des chances qu'il pourrait avoir. On passe au Yémen. Le Yémen risque gros parce que c'est un pays extrêmement pauvre,
où la richesse a été capturée par la famille du président Saleh, ses beaux-frères, ses fils, ses neveux, ses demi-frères et tout le reste, et que là, il y a une vraie structure d'Al-Qaïda, AQPA, qui s'est installée et qui s'est enracinée. Il y a la confrontation avec les Houthis qui sont proches de l'Iran à la frontière de l'Arabie. Il y a aussi les sécessionnistes du Sud. Ajoutons à tout cela que le pays est vraiment très pauvre et que les caisses ont été vidées. Le président, qui a été abandonné par sa tribu, est allé chercher une autre tribu pour le soutenir, pour venir manifester les vendredis, et de ce fait, il a vidé les caisses de la Banque centrale. Il les a installées au palais et il distribuait les vendredis à ses nouveaux alliés de l'argent en espèces. Et de ce fait, plusieurs ministères ont cessé de payer leurs fonctionnaires. Donc vraiment, c'est une situation catastrophique, d'autant plus que, n'oublions pas la configuration tribale de ce pays et les déchirements au sein même de la tribu du président Saleh. Les aristocrates de sa tribu sont le fer de lance contre lui. Je passe à la Syrie assez rapidement pour dire que la dynamique me semble irréversible. Et Assad ne l'a pas encore compris. Il utilise le logiciel laissé par son père avec le précédent de Hama en 1982. Pour mémoire, Hama, c'était en 5 jours, 30 000 morts, pas une image, pas une photo, encore aujourd'hui, et 12 000 disparus. Alors, les fils appliquent la recette du père, mais les temps ont changé. Aujourd'hui, on a du live, bien que les journalistes n'ont pas de visa, n'ont pas accès à la Syrie. En Syrie, eh bien, chaque manifestant est un reporter d'images avec le téléphone portable, avec les puces achetées en Turquie, en Irak, au Liban, en Jordanie. Ça fonctionne encore. Donc, malgré la coupure d'Internet, on arrive à avoir des images et des images fraîches. Assad n'a pas compris cela. Et il continue à jouer sur l'ancienne fibre, c'est-à-dire la diversion, en disant « nous sommes le front du refus contre Israël ». Et pour la première fois depuis 1967, il a envoyé les Palestiniens sur le Golan pour franchir la ligne de front le 15 mai dernier et le 5 juin de ce mois. Et donc, là, c'est quelque chose qu'il faudrait souligner. Pendant l'enterrement de ces Palestiniens dans le camp de Yarmouk à Damas, eh bien, les familles des victimes sont pris au FPLP-QG qui les a envoyés. Et là, on sent qu'il y a eu un changement de donne chez les Arabes. On ne peut plus les sacrifier pour rien, par diversion, pour les beaux yeux du régime syrien, dont l'un des piliers, c'est-à-dire le cousin germain d'Assad, a lancé dans un journal américain à l'égard d'Israël, eh bien, la sécurité d'Israël dépend de la sécurité de la Syrie, donc aidez-nous à nous rétablir, sinon on vous crée des problèmes. Et c'est quelques jours après que les manifestants sont allés sur le Golan. Donc, pour revenir à Yarmouk et à l'enterrement des premières victimes, ces gens qui sont pris au QG d'Ahmad Jibril, eh bien, ils ont été refoulés. Il y a eu 14 morts ce jour-là parmi eux. Donc, ce que disait David tout à l'heure, que les slogans ont changé, la mentalité est en train de changer, c'est totalement vrai. Il n'y a pas eu, pendant toutes ces manifestations, dans toutes les capitales, un seul drapeau israélien brûlé, américain brûlé, européen brûlé. Il n'y a pas eu de slogan d'hostilité. Les gens réclament quoi? Ils réclament la liberté, la dignité, et ils disent silmiya, ça veut dire pacifique. Ils ne veulent pas verser du sang. Et vous voyez dans les rues des familles entières faisant la fête et non pas des combattants avec des slogans unifiés qui brandissent comme dans les rues de Téhéran ou d'autres capitales avant, des slogans hostiles à qui que ce soit. Les gens réclament d'abord leur liberté. Il y a un capital de colère qui a explosé et qui a surpris ceux-là même qui portaient cette colère, et ils sont parvenus à déboulonner des régimes qui étaient censés être extrêmement bien en place, et ça les a surpris au premier chef. Demain,
ça sera quoi? Quel est l'avenir de ces révolutions? La question se pose, nous sommes en transition. Combien ça va durer, cette transition? De quelle manière vont réagir les peuples qui ont réussi leur révolution? De quelle manière vont réagir les peuples qui ont arraché leur réindépendance ou leur deuxième indépendance après de rudes batailles? Ça sera la question de demain à laquelle je ne veux pas m'engager parce qu'il n'y a pas de situation de pays arabes qui se ressemblent. En revanche, pour l'environnement des pays arabes, il y a 3 acteurs majeurs. Il y a l'Iran, la Turquie et Israël. L'Iran a commencé par dire à la chute de Moubarak, on s'en réjouit, les Égyptiens vont rejoindre la révolution islamique régionale, mais ils ne le pensaient pas vraiment parce que si les frères musulmans devaient prendre le pouvoir, donc la révolution islamique à l'égyptienne, eh bien, il y a, entre les frères musulmans et les khomeïnistes, il y a des fatwas d'hérétiques lancés les uns contre les autres. Donc, ça sera pas, ils ne vont pas suivre le wali et le faqih à Téhéran, mais ils vont faire leur propre mode islamique. Quant à la Turquie, ça se présente à l'heure actuelle comme étant le modèle le plus abouti parce qu'il y a à la fois démocratie et islam, mais la Turquie, c'est un pays qui a quand même vécu pendant plusieurs décennies en laïcité, ce que ne connaissent pas les pays arabes, à part peut-être un peu la Tunisie. En revanche, la Turquie joue un rôle capital et ce rôle va être encore plus important en Syrie. D'abord, la Turquie a hébergé les contestataires syriens, à commencer par les frères musulmans. La Turquie leur a donné la parole, leur a permis de s'organiser, de faire des conférences, de se structurer, alors que chez eux, ils sont condamnés à mort. Selon l'article 49, chaque frère musulman depuis 81-82, eh bien, automatiquement, il est passible de la peine de mort. Et récemment, la Turquie se dit la Syrie est plus proche de moi. Pourquoi la Syrie ferait partie de cet axe du croissant chiite tenu par l'Iran? Elle est à mes frontières. La majorité du pays est sunnite. J'ai des intérêts ici. Bref, il faudrait que la Syrie se réforme et Erdogan a été extrêmement solennel et il a beaucoup insisté dans ses interventions auprès d'Assad et même publiquement. Il a même une fois envoyé à Damas le chef de ses services de renseignement avec les réformes turques traduites en arabe pour lui dire de s'en inspirer. Bref, la Turquie joue un rôle central en Syrie au moment où la communauté internationale est préoccupée sur d'autres fronts et demain elle pourra jouer avec beaucoup de légitimité ce rôle alors que la communauté internationale est préoccupée sur d'autres fronts. Et les frères musulmans syriens à la mode turque, ce n'est plus les mêmes qu'il y a 20 ou 30 ans et ce n'est même pas les frères musulmans à la mode ou au goût égyptien. Donc, des éléments d'intervention, mais sans être péjoratifs, turcs en Syrie, qui sont plutôt rassurants. Et en tout cas, ça a l'avantage de casser ce croissant chiite tenu d'une main de fer par Téhéran. Et de ce fait, si la Syrie change de pouvoir, eh bien, il y aura un orphelin, c'est le Hezbollah au Liban, qui sera plus approvisionné par la Syrie à travers les cargaisons envoyées depuis Téhéran. Donc, reste un troisième acteur régional qui est Israël. Israël, fin 2010, cherchait comment contrer le programme nucléaire iranien, même envisageait des frappes pour le stopper. Et puis, brutalement après, Israël retrouve à ses propres frontières un changement de donne majeur. Que fera l'Égypte par rapport à Camp David? Que fera l'Égypte par rapport aux Palestiniens? Que fera l'Égypte? Elle a commencé à faire, d'ailleurs, que ce soit en rapprochant les Palestiniens, en les hébergeant, en ouvrant les frontières de Gaza.
Et en même temps, les Palestiniens ont profité du fait que la main de la Syrie s'est relâchée, que la Syrie est préoccupée par ses propres problèmes domestiques pour que le Hamas vienne au Caire et signe avec le Fatah, mais tout n'est pas encore gagné. Donc il y a deux paris pour Israël. L'Israël qui parie sur le temps peut se dire je peux prétexter qu'il y a des problèmes à mes frontières et j'ai besoin de me renfermer encore davantage. Et donc, je poursuis et j'accélère la colonisation en attendant 2-3 générations pour qu'Israël, dans de nouvelles frontières, soit un fait accompli. Voilà le pari que jusque-là, le gouvernement poursuit sans forcément l'exprimer de cette façon-là, mais je note que la droite et la gauche israélienne par rapport à la colonisation, c'est exactement la même intensité. Quand les travaillistes étaient au pouvoir, la colonisation a gardé le même rythme que quand la droite, Likoud ou autre, ou Kadima, y était. Il y a l'autre pari, celui de dire ce que j'ai lu hier dans la bouche de Shimon Peres ou ce que vient de dire tout à l'heure l'ambassadeur Barnavi, un autre regard sur l'environnement. Et c'est la voie de la raison, c'est la voie de la sagesse. Aujourd'hui que les Arabes ne portent plus le slogan contre Israël, il faut profiter de cette occasion, de cette opportunité pour traiter avec ces nouvelles personnalités qui sont là, même si elles ne sont pas encore, elles n'ont pas accédé au pouvoir. Il faut donner des signaux de détente, des signaux de confiance, des signaux de vouloir construire l'avenir. Il faudrait que les gens qui traitent avec Israël puissent se raser, se regarder dans le miroir en se rasant le matin et non pas se sentir floués à chaque fois qu'ils signent quelque chose. Il faudrait qu'Israël donne des signes de bonne foi et s'ouvre à son voisinage. Je pense que c'est la meilleure sécurité sur le très long terme et non pas en se disant je vais bluffer, je vais prétexter qu'il y a des troubles et que je n'ai pas d'interlocuteur et je vais poursuivre la colonisation en attendant que la Jordanie, la monarchie en Jordanie tombe et l'installation d'un État palestinien en Jordanie pour me débarrasser de la Cisjordanie, des Palestiniens de Cisjordanie. Donc voilà, je pense avoir épuisé mon temps. Merci de votre attention.